Pas facile d'aimer son corps pour beaucoup d'entre nous, qu'il porte les stigmates de la maladie, d'un accident, ou simplement qu'il ne correspondent pas à l'image qu'on aimerait renvoyer. On a tous des complexes plus ou moins invalidants et pour certaines personnes, ça peut provoquer de gros blocages insupportables. Exactement. Et comment surmonter ces complexes? Faut-il changer physiquement pour s'accepter? Ou est-ce que tout se passe dans la tête? Comment vivre avec ces différences et apprendre à les aimer? Pour en parler, nous accueillons deux invités. Et nos deux invités en plateau avec nous, Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Avec nous également par Skype, Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un parcours avec... Ah oui, on a un petit décalage. Alors écoutez, je vais juste présenter la raison de votre présence ici. Vous avez un parcours de santé difficile. Et on en parle parce que c'est là que tout a commencé. D'abord, c'était d'importants maux de ventre et puis une rectocolite hémorragique a été diagnostiquée quand vous aviez 13 ans. Vous avez été mis sous traitement à ce moment-là. C'est ça. J'ai eu tous les traitements possibles, donc du Pentasa qui est le traitement de base pour la rectocolite hémorragique, jusqu'au traitement des immunosuppresseurs, puis les anti-TNF-alpha. J'étais réceptive à aucun traitement. Ah oui, ça n'a pas du tout apaisé les douleurs. Non, ça n'a rien apaisé du tout. Il a fallu que je me fasse opérer pour me retirer la partie qui était atteinte par la maladie. D'accord, parce que votre côlon était devenu très fragile, donc le médecin, le chirurgien a proposé une ablation du côlon. Qu'est-ce que ça implique, ça? Tout à fait. En fait, il devait normalement me retirer tout le côlon qui était malade. Et lors de l'opération, en fait, il a coupé la mauvaise artère. Donc, tout mon intestin grêle a nécrosé très rapidement. Et je devais avoir une poche provisoire pendant 3 mois afin d'être remise en continuité par la suite. Et en fait, dû à cette erreur, ma poche est définitive. Voilà, c'est l'objet de votre complexe. C'est très difficile à vivre. Oui, j'ai eu beaucoup de mal et encore aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que ça allait mieux parce que c'est un complexe qui persiste. D'accord. Donc physiquement, aujourd'hui, vous vous sentez comment? J'essaye d'aller de l'avant. Sur Internet, j'ai partagé mon histoire à travers la page Kangourou Girl sur Facebook et Instagram. Ça m'a beaucoup aidée. Mais encore aujourd'hui, j'essaye de faire un travail sur moi pour surpasser ce complexe. Voilà, on voit les images qui avaient été filmées de cette fameuse poche que vous proposez justement de customiser pour les autres personnes qui sont concernées, qu'on avait filmé pendant un reportage. On prend une première question de téléspectateur, Théo? Oui, exactement. Il y a Françoise qui nous demande est-ce que le manque de confiance en soi est dû principalement au complexe? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que le manque de confiance en soi est dû au complexe? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que la question de la confiance en soi, de l'estime de soi, va au-delà des complexes, mais les complexes peuvent participer à l'estime de soi, à la confiance en soi. De la même manière, l'estime de soi peut participer aussi au fait de bien vivre ou moins bien vivre ces complexes. C'est vraiment l'identité de soi. Et peut-être que ça nous amène aussi à peut-être penser au fait que est-ce que mon complexe me définit ou est-ce que mon complexe n'est qu'une partie de moi? Et je pense que c'est aussi lié à l'estime de soi, ça aussi. Est-ce qu'on constate que les gens qui ont une bonne estime d'eux ont moins de complexes que les autres? Disons qu'ils vont mieux le vivre, ils vont probablement mieux le vivre. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les optimistes, par exemple. Les optimistes ont tendance à attribuer leurs échecs à autre chose qu'à eux-mêmes. Eh bien, c'est un petit peu pareil par rapport aux complexes. Quand on vit mieux ces complexes, eh bien, on va attribuer ces échecs à autre chose que le complexe, alors que quand on vit moins bien son complexe, eh bien, on peut attribuer son échec au complexe, alors que ça peut venir de toute autre chose. Et donc, ça va biaiser notre façon de percevoir notre échec. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que si on le vivait autrement, alors on pourrait mieux surmonter son échec et être plus dans la résilience. Vous vous reconnaissez un peu dans ces témoignages, Théo, parce que vous animez cette émission, mais vous avez fait face à des complexes dont on parle aujourd'hui? Évidemment, on fait tous face à ces complexes-là et j'utilise pour ma part l'exposition qu'on m'offre, par exemple la télévision, les réseaux sociaux comme Charlène, pour faire passer ce message. En gros, il peut nous arriver n'importe quoi, à n'importe qui, mais on peut tous et toujours rebondir. C'est en tout cas moi le message que j'essaye de faire passer à travers mes différents outils.
Et ça, c'est super parce que c'est vraiment une façon de rebondir justement et de mieux vivre ses complexes, c'est d'agir. C'est d'essayer d'être acteur dans sa vie, de prendre son complexe à bras-le-corps et de se dire qu'est-ce que j'en fais? C'est une différence, qu'est-ce que j'en fais? Je vois que Charlène a fait des jolies poches et c'est aussi une très bonne idée. Bravo. On passe à la question d'après. Oui, Anne nous demande, étant obèse, je suis complexée par mon poids et n'ose pas sortir lorsque mon compagnon est au travail. Que puis-je faire? Elle n'ose pas sortir à cause de son poids. Ouais. Alors là, c'est aussi... la notion de complexe est toujours en lien avec les autres. C'est-à-dire que si on était seul, eh bien souvent, le complexe, on n'aurait pas de problème pour le vivre parce que on est seul. Dès qu'on doit se confronter au regard des autres, alors ça devient plus compliqué. Et là encore, l'idée est peut-être de travailler sur l'image de soi et de se dire que en dehors du poids, eh bien, il y a aussi probablement d'autres choses qui font que les gens vont apprécier cette personne. Peut-être parce qu'elle est très sympathique, très intelligente, qu'elle est aussi très jolie. Et il y a aussi cette histoire quand même de représentation sociale, c'est-à-dire qu'on nous dit, la société a eu tendance pendant un certain temps quand même à nous faire croire que le canon de beauté, c'était une femme mince, alors que pour certains, et même certains hommes, le canon de beauté, ça n'est absolument pas la femme mince, mais une femme qui s'accepte comme elle est. Charlène, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans ces explications et le fait que finalement les complexes sont liés aux autres? Est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes senti incapable de sortir de chez vous? Tout à fait. Il y a eu un moment où je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas qu'on voyait que j'avais une poche, je ne voulais pas que ça se sache. Et je pense qu'évidemment, nos complexes passent par le regard d'autrui. Parce que si on était seul, on serait moins complexé, ça nous poserait moins de problèmes. Moi, ça a été le regard des autres qui m'a fait beaucoup de mal parfois et qu'il a fallu que je surmonte et qu'il faut que je surmonte encore aujourd'hui. Et du coup, le fait surtout, c'est pas connu d'avoir une poche. C'est tabou d'avoir une poche aujourd'hui dans notre société. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et pourtant, on est 80 000 stomisés en France, c'est énorme. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire sur les réseaux, à parler de mon histoire et parler de ce que c'est une stomie et de mon quotidien pour un peu briser les tabous et avancer là-dessus en fait. Cette question de Claire, faut-il s'éloigner des réseaux sociaux qui véhiculent des images parfaites car retouchées et qui exacerbent nos complexes? Oui, les réseaux sociaux peuvent être effectivement très problématiques, mais je dirais tout comme les magazines féminins, en tout cas certains magazines féminins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution, on note une évolution, on a de plus en plus de femmes qui qui sont plus conformes à la norme, c'est pas la norme, justement, qui sont plus conformes à la réalité de ce qu'on voit dans la vraie vie et qu'on s'éloigne un petit peu plus de la norme. Mais effectivement, tout dépend aussi de ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, il y a aussi cette histoire d'algorithme qui fait qu'on va avoir tendance à voir toujours les mêmes choses. Si on va rechercher certains canons de beauté, eh bien on va nous proposer les mêmes formats, les mêmes stéréotypes. L'idée, c'est peut-être plutôt d'aller dans la réalité, voir les gens, et peut-être aussi demander aux gens pourquoi ils nous aiment bien. Ça, c'est aussi une question qu'on n'ose pas poser. Mais Charlène, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui vous aiment bien pour votre personnalité, pour votre identité, et certainement pas pour le fait que vous portiez une stomie. Mais vous parliez des réseaux sociaux, alors c'est vrai, ils contiennent le pire et le meilleur, et on peut quand même y trouver aussi de l'aide sur les réseaux sociaux. Exactement, parce que c'est par les réseaux sociaux que certains trouvent la force de surmonter leurs complexes. C'est le cas de Pauline, qui a 13 ans. Elle a perdu brutalement tous ses cheveux à la suite d'une maladie auto-immune. Sur son compte Instagram, elle parle de sa maladie pour changer les regards des autres. Séti Lali et Mathieu Vibo l'ont suivi lors d'un shooting photo pour une marque de vêtements à Paris. Reportage Isabelle Gastewois. 1, 2, 3. Ce shooting photo, c'est la plus belle de ses victoires. Waouh, les yeux, magnifiques. Son crâne nu, elle l'a caché pendant des années sous des perruques. Atteinte d'une pelade, Pauline a perdu cheveux et poils à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle pose fièrement sous les projecteurs de sa marque de vêtements préférée. Aujourd'hui, je pense que déjà, j'assume beaucoup plus le regard des autres et même si c'est pas tous les jours facile, je suis quand même beaucoup plus fière. Quand je marche dans la rue, je suis plus le regard baissé tout le temps et je me cache plus surtout. Je mets plus de perruque, plus de bonnet et si j'ai envie de le faire, ce sera juste pour moi, pour me faire plaisir. Son alopécie n'a rien à voir avec un cancer. C'est juste la conséquence d'une maladie auto-immune. Le problème, c'est qu'à l'école, elle subit brimades et moqueries.
Il y a 2 ans, elle décide de sortir de son silence et se crée un compte sur les réseaux sociaux. Avec 9500 abonnés, Pauline est devenue la porte-parole de tous ceux qui souffrent d'alopécie. Plus de 60 000 personnes seraient concernées en France. Je me rends compte que les réseaux sociaux, ça m'a changé complètement. En fait, enfin, déjà, ma maman me dit que je suis toujours épanouie maintenant, alors qu'avant, j'étais toujours enfermée sur moi-même. Et je pense que ça m'aide au quotidien parce que je sais que ça me permet aussi de mettre cette maladie en avant et moi de m'aider, en fait, de mettre de la positivité dans ma vie et puis de rencontrer de belles personnes, de faire de belles choses. Et tout ça, c'est chouette. Les réseaux sociaux ont agi comme une thérapie pour Pauline. Elle y a trouvé un soutien et des amis. Julie en fait partie. Ça repousse un peu là. Ouais, ça aussi. C'est rigolo. Cette influenceuse souffre d'une forme sévère d'angiome, des taches de naissance qui recouvrent 70% de son corps. Du coup, on a fait une petite vidéo. Je l'ai postée hier et elle a déjà plein de bons retours. Sur les réseaux, Julie cultive sa différence avec humour et autodérision et fait figure d'exemple pour Pauline. À son contact, la jeune fille trouve enfin la force de réaliser l'impossible, se rendre au lycée sans perruque, le crâne nu. Et le fait qu'elle s'assume comme ça, enfin les photos qu'elle postait, etc., je me suis dit, mais en fait, elle arrive à le faire, pourquoi pas moi? Et déjà, j'avais cette envie depuis un moment de l'enlever, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, c'était un peu comme le déclic, et je me suis dit, mais c'est le moment de m'assumer et de faire comme elle. Le fait que mon passé, ce qui m'est arrivé, puisse aujourd'hui aider des jeunes femmes et des jeunes hommes dans l'acceptation de leur corps, ça me rend hyper fière, ça me comble. En rendant publique sa maladie, Pauline est sortie de son isolement. À seulement 18 ans, elle est devenue un exemple pour tous les malades souffrant de pelade, mais aussi pour tous ceux qui se sentent complexés par leur physique. Et vous l'avez compris, Pauline n'a pas 13 ans, mais elle a eu sa maladie à l'âge de 13 ans. Toutes mes excuses. Pas de souci, pas de souci. Alors on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui peuvent nous apprendre à aimer notre corps, c'est un mouvement qu'on appelle le body positive. Alors vous l'avez vu dans le reportage, les réseaux sociaux peuvent aider à surmonter les complexes. Ça permet aussi de se regrouper en communauté pour échanger dans la bienveillance et pour mieux s'accepter. Nous accueillons sur ce plateau pour en parler Margot Zaparucha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction et vous vous êtes penchée sur ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour assumer leurs différences. Exactement. Alors au début, ça ne me semblait pas complètement évident. Pour tout vous dire, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok, on peut avoir l'impression que les gens qui ont du succès, les influenceurs, eh bien, ils ressemblent surtout à ça, c'est-à-dire à des corps qui cochent un peu toutes les cases des critères de beauté actuels dans notre société et donc qui ne nous aideraient pas vraiment à surmonter nos complexes. Mais heureusement, si on cherche un peu plus loin, on peut trouver d'autres types de profils, d'autres influenceurs qui, comme vous le voyez ici cette fois-ci, nous montrent soit des silhouettes qui ressemblent un peu plus à celles de la vie de tous les jours, soit même des corps qui ont été marqués par la maladie ou par les accidents de la vie. D'ailleurs, sans trop chercher, on tombe aussi sur vous, hein, Théo. Vous êtes très présent sur Instagram et à force de photos, vous nous montrez bien que nos corps, on peut les aimer tels qu'ils sont. Alors, pour nous apprendre à décomplexer, certains influenceurs nous montrent même l'envers du décor de ces photos parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça se fait à grand renfort de hashtags type Instagram versus réalité pour montrer que ces gens qui postent des photos a priori sans défaut, eh bien en fait ressemblent beaucoup plus à monsieur et madame tout le monde qu'il n'y paraît. Vous le voyez ici par exemple sur cette photo, cette influenceuse elle nous montre bien, eh bien que la pose, l'éclairage, la retouche, etc. Font beaucoup. De remonter sa culotte là, c'est ça. Son ventre. Exactement. Et ben ça fait beaucoup en fait de prendre cette pose pour la photo. Et montrer ce genre de choses, c'est pas juste un moyen de dénoncer les trucs et astuces des influenceurs, hein, ça va plus loin. Pour cette autre utilisatrice avec qui j'ai pu discuter, c'est une façon de se rappeler que son corps, elle l'aime dans toutes les situations, c'est-à-dire que ce soit sur la première photo posée ou la deuxième photo non posée, et surtout de faire passer ce message aux autres jeunes filles. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est devenu très important sur les réseaux sociaux. Comme vous le disiez tout à l'heure, Emma, c'est un véritable mouvement qu'on appelle le body positive. Qu'est-ce que c'est le body positive, justement ? Alors, littéralement, hein, pour celles et ceux qui ne parleraient pas anglais, body positive, c'est un mouvement donc de positivité autour du corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un mouvement qui prône le fait d'aimer nos corps tels qu'ils sont,
ne plus vouloir les changer pour entrer dans les critères de beauté, comme vous le disiez, des réseaux sociaux ou bien des magazines, des célébrités, mais bien l'aimer et bien avec tout ce qu'on considère habituellement comme des défauts, justement pour ne plus complexer. Comment ça se manifeste? Eh bien, il y a beaucoup de gens, particulièrement des femmes, qui postent sur les réseaux sociaux des photos pour montrer que tout ce que la société considère comme un défaut habituellement, en fait, peut être beau, que ce soit des bourrelets, de la cellulite, des boutons, des poils, des vergetures, des cicatrices ou bien, comme on disait aussi, les marques d'une maladie. Et ça fonctionne très très bien. Sur Instagram, on compte près de 14 millions de posts avec le hashtag body positive et sur TikTok, les vidéos qui utilisent ce mot-clé totalisent plusieurs milliards de vues. Donc c'est énorme. Oui, mais en fait, c'est bon pour le moral de tout le monde. Et justement, les personnes qui postent sous ce hashtag, c'est des gens, c'est vous et moi, c'est des gens comme tout le monde? Oui, exactement. Bon, il y a quelques influenceurs comme Théo, évidemment, mais il y a aussi des gens comme vous et moi. J'ai notamment pu discuter avec Amandine, par exemple, qui poste régulièrement des photos comme celles que vous voyez là, plutôt artistiques, plutôt dénudées. Pour elle, c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps, d'apprendre à l'aimer tel qu'il est. D'ailleurs, elle l'écrit sous une de ses photos. Je me permets de vous lire un extrait du texte qu'elle a posté en accompagnement de celle-ci, puisque je le trouve assez beau. Elle écrit « Toi, mon corps que j'ai détesté, pardonne-moi de t'avoir délaissé, toi, mon corps qui mérite de l'amour, de la joie. » En fait, voilà, le body positive, c'est tout ce chemin vers l'acceptation de soi. Et c'est aussi se rappeler bien que toutes ces petites choses qu'on considère comme des défauts font partie de nous, font partie de notre histoire. On voit par exemple beaucoup de femmes mettre en avant des vergetures, comme vous le voyez là sur la photo avec des paillettes. Voilà, c'est sympa, mais c'est surtout se rappeler que les vergetures, qu'elles viennent d'une poussée de croissance, d'une prise de poids ou d'une grossesse, elles sont là, elles font partie de nous, alors autant les aimer. En tout cas, voilà. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre par exemple le collectif Body Positive France sur les réseaux sociaux. On trouve plein de jolis témoignages de personnes qui ont appris à aimer leur corps. Et vous pourrez peut-être même échanger avec d'autres gens sur ce thème puisqu'ils organisent des apéros body positive. Bon, pour l'instant, évidemment, limité à 6 personnes. Merci beaucoup, Margot. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du bon dans les réseaux sociaux, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée, vraiment une excellente idée, parce qu'effectivement, quand on n'ose pas sortir, il y a l'idée d'avoir un modèle, comme ça, d'avoir quelqu'un qui ose le faire. On peut s'appuyer sur cette personne, sur le courage de cette personne pour ensuite y aller. Et donc, effectivement, c'est super. Ça, c'est une très, très bonne idée. Et c'est ce qu'on disait, hein, c'est vraiment dans l'esprit d'être acteur de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Et comme vous le disiez parfaitement, l'idée, c'est peut-être aussi d'aimer ce que l'on est, d'aimer ce que l'on est. Et voilà. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'après cette chronique, on a tous la super banane. Elle nous a remis le moral. On passe à une question suivante, celle de Michel, 35 ans. Oui, j'ai une verge assez longue, 20 cm et demi au repos, et je complexe beaucoup car cela se remarque parfois. Quels conseils pouvez-vous me donner? Peut-être aussi d'accepter ce qu'elle est. Hein. C'est aussi simplement. C'est-à-dire que j'imagine que c'est lorsqu'il est en pantalon, c'est un petit peu gênant, c'est ça? Je pense oui. Je pense, en fait, on a plein de questions là. On a presque la question opposée d'Alain. J'ai un terrible complexe à cause de la petite taille de mes organes génitaux. Comment accepter cette réalité? On voit bien que c'est une zone quand même qui pose problème et qui pose oui. Et puis en fait, c'est peut-être aussi l'histoire de ce qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas la taille de sa verge, on ne choisit pas la taille de son nez, on ne choisit pas la taille de ses oreilles. Il y a plein de choses qu'on pourrait percevoir un petit peu comme injustes. Et pourtant, elles sont là, elles sont ce qu'elles est. Et elles ont aussi peut-être leur côté positif, elles ont leur côté négatif. C'est encore cette histoire de... on n'est pas simplement une partie de notre corps, on est tout notre corps. Et à côté de ce détail-là, il y a aussi plein d'autres choses qui sont peut-être formidables et qui sont certainement formidables chez cette personne. Je voulais qu'on retrouve Charlène quelques instants. Charlène, on a beaucoup parlé du regard des autres et vous proposiez tout à l'heure, d'ailleurs, vous suggériez de demander à ceux qui nous entourent les raisons pour lesquelles ils peuvent nous aimer. Oui, hein, c'est ça. Charlène, ça vous parle, ça? C'est un exercice qui pourrait vous intéresser ou vous faire avancer, vous pensez? Oui, c'est sûr, je dans tout ce qui a été dit sur le plan. C'est vrai que c'est important de se dire qu'on n'est pas que notre handicap ou que notre complexe, mais avant tout une personne avec des rêves, avec qu'on a une personnalité.
Et oui, bien sûr, il faut pas le dire. Ce qui, d'ailleurs, me fait du bien personnellement de me dire que je ne suis pas que cette poche, je suis pas que ce handicap. Et, et que je suis avant tout une femme de 27 ans avec des rêves. Et je dirais toutes les pratiques psychocorporelles aident énormément. Ça va être le yoga, la méditation, le tai chi, tout ça. Tout ce qui peut nous permettre de nous réapproprier le corps en tant que corps ressenti plutôt que corps représenté. C'est-à-dire qu'on a l'image de soi, puis on a ce qu'on ressent. Et quand on ressent son corps dans toute son intégralité et qu'on prend conscience des zones dont on n'a pas conscience justement habituellement, alors on peut apprendre à apprécier son corps dans son entièreté. Une question de Pierre. C'est vrai, en fait, on a parlé beaucoup de physique, finalement, et les complexes intellectuels, en fait, on en parle. Comment on peut lutter face à ça? Ouais. Oui, les complexes intellectuels, alors il y a l'histoire du niveau intellectuel, il y a aussi d'où on vient, parfois on se sent gêné d'où on vient, et c'est peut-être aussi s'accepter comme on est, là encore une fois. Hein. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais même le fait d'avoir un niveau intellectuel, qu'est-ce que c'est un niveau intellectuel? On peut peut-être aussi questionner ce qu'est un niveau intellectuel. Qu'est-ce que c'est un niveau intellectuel? Est-ce que c'est avoir des diplômes? Est-ce que c'est avoir de la conversation? Est-ce que c'est s'intéresser à plein de choses? Et peut-être que si on le prend sous un autre angle, alors on peut se rendre compte que on est probablement plus intelligent qu'on ne le pense. On a cette question de Pierrette qui s'inquiète pour sa fille. Est-ce qu'avec l'âge, ma fille dépassera forcément ses complexes physiques ou faut-il qu'elle s'adresse à un spécialiste? Il est bien de se faire accompagner. Je pense qu'il est bon de se faire accompagner quand on n'y arrive pas tout seul et qu'on se sent vraiment en difficulté, ou alors qu'on se rend compte que ça nous pose des problèmes dans la vie, que ça nous pose un frein à certaines choses que l'on a envie de faire. Alors il est bon de se faire accompagner justement pour prendre un peu de distance par rapport à ce complexe et se rendre compte qu'on a plein d'autres qualités. Je repense à l'intelligence. Il y a le concept des intelligences multiples aussi qui est très intéressant. C'est de se dire qu'un jardinier, par exemple, qui n'a pas fait beaucoup d'études, n'est-il pas très intelligent pour comprendre les besoins d'une plante, la faire fructifier, etc. Il y a tout un tas de formes d'intelligence qu'on ne valorise peut-être pas assez aussi dans la société. C'est peut-être la société qu'on devrait revoir plus que nos complexes. C'est vrai. Une question d'Audrey pour les enfants. Oui, quels conseils donneriez-vous aux parents pour que leurs enfants aient un regard bienveillant sur eux-mêmes? Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Aux enfants, d'aimer ses enfants. D'aimer ses enfants, de les aimer inconditionnellement. Il n'y a rien d'autre à faire quand on est parent, je crois. Les accepter tels qu'ils sont. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir donné beaucoup d'espoir. Merci aussi à vous, Charlène, d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre témoignage.